Europe 1, le journal permanent. Et 12h32, on va être avec Benjamin Castaldi dans une seconde, qui est entré dans ce studio, que je salue, Benjamin Castaldi. Et si tu devais ne plus m'aimer. Ça, c'est pas une question entre nous qu'on se dit. Bon, J'espère que vous m'aimez bien. C'est aux éditions du Rocher et c'est un roman. Alors, c'est un roman très inspiré évidemment de la réalité. Et vous prenez la plume dans la tête de Simone Signoret et vous racontez. Vous êtes Simone Signoret, vous racontez votre vie. Ouais. C'est très touchant, très émouvant. Et puis, c'est vrai que vous avez ce lien avec Simone Signoret, puisque c'était votre grand-mère. Donc, vous êtes le fils de Catherine Allégret, qui était elle-même la fille de Simone Signoret. En revanche, il n'y a pas de lien de sang entre vous et Yves Montand. Qui a, au demeurant, adopté ma mère. Il a adopté votre mère, bien sûr, Catherine Allégret. Et puis, vous êtes le fils également de Jean-Pierre Castaldi, qui est un merveilleux comédien depuis tant d'années, qui est toujours sur scène d'ailleurs. Et puis vous êtes une famille visiblement qui est une famille des enfants de la balle, puisque Giovanni est un brillant journaliste. Sportif. Exactement. Mais que vous avez beaucoup aidé, Pascal. Mais on est tous aidés par quelqu'un. Moi, j'avais Drucker et lui, il avait Pascal Praud. Il faut toujours rendre à César ce qui est à César. En tout cas, Giovanni, je l'aime beaucoup. C'est un garçon plein d'avenir, qui a beaucoup de qualités, qui est doué. Et puis, alors ça, c'est un truc aussi dans la famille Castaldi. Ils ont des physiques assez agréables. Donc ça aide, forcément. Ils ont des physiques, c'est vrai, c'est comme ça. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? D'ailleurs, puisque Benjamin Castaldi est là, je pense que Simone Signoret est enterré au Père-Lachaise, me semble-t-il. Je me souviens. Avec Montand d'ailleurs. Avec Montand. Les deux. Et je me souviens, c'était Simone Signoret, une journée d'été. Il faisait plutôt beau, me semble-t-il. C'était le 30 septembre 85. Il faisait très très chaud. Oui, je me souviens. Et à l'époque, il y avait une émission qui était présentée par Michel Denisot qui s'appelait Zénith. Ouais. Et très souvent, Michel Denisot faisait cela. C'était, il y avait 3 ou 4 minutes sans commentaire d'un reportage qui était proposé, et les obsèques donc de Simone Signoret. Faut voir qui était le couple Simone Signoret Yves Montand. Je dis ça pour la jeune génération, qui était un couple emblématique de l'époque. C'est-à-dire que quand Simone Signoret meurt, c'est vous-même, je sais pas. Moi, j'avais 15 ans. D'ailleurs, pour l'anecdote, c'est Europe 1 qui a annoncé en premier la mort de ma grand-mère. Yvan Levaille de mémoire. Et qui était proche, évidemment, du couple Montand. Mais c'était, pour vous, à 15 ans, c'était un traumatisme, évidemment, dans votre vie, ce jour-là. Ah bah c'était un traumatisme parce que d'abord, on m'avait pas dit qu'elle était malade à ce point. Ça, j'en ai un peu voulu qu'on m'ait un peu caché la vérité. En même temps, c'était pour pas que je la regarde avec des yeux que dans mon regard, elle voit quelque chose, même si je pense qu'elle était pas dupe et qu'elle savait qu'elle en avait plus pour très longtemps. Et surtout, ce qui est amusant dans cette histoire, c'est que quand elle est morte, Montand tournait Jean de Fleurette. Et il n'y avait pas encore les téléphones portables comme aujourd'hui. C'était très compliqué de le joindre. Il était entre son hôtel et le lieu de tournage. On n'arrivait pas à le joindre. Et l'angoisse, c'était qu'il l'apprenne par la radio. Donc il a fallu le joindre. Et moi, j'étais à l'école, on est venu me chercher, etc. Alors, je m'en souviens très très bien, comme si c'était hier. C'était une journée très particulière. Bah, j'imagine. Et puis la peine et le chagrin que vous avez eu, puisque c'était votre grand-mère. Ah oui, non, c'était surtout le choc culturel, parce que je me suis rendu compte, parce que j'ai fait le chemin qui m'a emmené de Paris à Auteuil-sur-Eure, où elle est morte, la maison de campagne, la maison de famille, et je me suis mis sur la radio, et on a défilé, bien évidemment, sa vie, sa carrière, tout ce qu'elle avait fait, les nombres de prix qu'elle a eu, on l'a oublié, mais il y a l'Oscar, il y a le César, il y a des BAFTA, il y a un Lion d'Or, enfin, elle a des récompenses à non plus pouvoir, et je me dis, mais mon vieux, t'es passé vraiment au travers de la carrière de ta grand-mère, t'es vraiment un petit con, et t'aurais peut-être plus prendre de temps pour lui poser des questions. Normal, mais c'est normal. J'avais 15 ans et je pensais au tennis et au nana, bien sûr. Mais c'est un regret quand même. Mais j'entends, mais à 15 ans, t'es dans un autre monde, bien sûr. Alors, ce livre d'abord, qui est très réussi avec une superbe couverture, vous prenez parlez Simone Signoret à la première personne, et il y a des choses très jolies que vous dites. Amoureuse, oui, je l'ai été trop. C'est peut-être celui-là le plus grand rôle de ma vie. Je me souviens encore de mes mots lorsque je t'ai laissé sur le plateau du Salaire. Salaire, c'est le salaire de la peur. Pour rejoindre le mien, celui de Casque, et Casque, c'est Casque d'Or. Vis, mange, ris avec tes compagnons de travail, je t'ai perdu. Et puis un jour de 1960, l'abject est arrivé. Ma vie est devenue un film. Le plus mauvais rôle que j'ai eu à jouer, sa célèbre réplique. Vous connaissez, vous, beaucoup d'hommes qui resteraient insensibles en ayant Marilyn Monroe dans les bras. Elle fit et fait toujours mouche, n'est-ce pas? Elle ne doit rien à l'improvisation.
et fut longuement réfléchi. C'est ce que je pense. C'est pour ça que j'ai eu envie de faire ce livre, parce que ça fait 5 ans que je travaille énormément sur toute cette période avec Rick-Emmanuel Schmitt pour la pièce de théâtre, avec le précédent bouquin Je vous ai tant aimé, et je pense que mon temps il disait souvent ça de ma grand-mère, il disait faut pas sacraliser. Et il avait raison, parce qu'on l'a idéalisé, ma grand-mère, comme étant une femme digne, qui est forte, qui avait tout accepté, qui avait pardonné. Moi, je pense que c'est tout le contraire. Je pense que dans ces moments-là, on ne pardonne pas, et qu'elle a peut-être pardonné, mais pas complètement, et elle a souvent dit, c'est plus facile pour moi de te pardonner que de ne plus t'aimer, ce qui est une belle formule, mais je pense qu'elle en a vraiment souffert, et que surtout, il y a un avant et un après. Dans une vie, on a tous des fractures. Elle, typiquement, à 40 ans, elle est passée de l'autre côté. Elle a mis un trait sur sa vie amoureuse, sexuelle, si je pourrais être tout à fait précis. Ils ont fait chambre à part, et elle s'est... Elle n'a jamais eu une autre aventure, hein. Alors, à ma connaissance, c'est l'une de mes enquêtes, je ne lui connais aucun amant. Voilà. Alors, elle a eu beaucoup de relations intellectuelles, parce qu'elle était proche de garçons et dont elle était très très proche. Les enfants, c'est qui? C'est Guy Bedos, par exemple? Elle était très proche de Chéreau, Patrice Chéreau. Elle était très proche, elle était très amie avec Guy Bedos, qui lui détestait longtemps. Voilà. Ah oui? Ah oh là là, oui. Il s'aimait pas du tout. Il se disputait l'amour de Simone, peut-être, ou le regard de Simone? Je sais pas, mais... En plus, c'était deux personnes de gauche. Ouais, mais alors là, c'est enfin, mon ton sur la fin était moins de gauche, hein. Je pense qu'il était le premier à inventer le en même temps. Et je suis très sérieux quand je dis ça. C'est le premier à avoir dit, il y a des choses bien à droite et des choses bien à gauche. C'est le premier qui a dit ça, d'ailleurs, cette émission géniale, dont on a parlé d'ailleurs tout à l'heure ensemble, les dossiers de l'écran. Émission absolument extraordinaire, où il a posé les bases du en même temps, en fait. Vous voyez, effectivement, on peut... Elle est de quelle année, cette émission? Je dois être 83, 84. Et il avait fait Vive la crise. Et c'est d'ailleurs, qui était un énorme carton, mais c'est d'ailleurs après cette émission-là, rappelez-vous, qu'il avait 15% d'intention de vote au présidentiel. Et que je pense qu'il y a cru un temps. À tort d'ailleurs, à tort. Bon, vous, les souvenirs que vous avez, vous êtes là, vous êtes présent, et il y a Georges Champrin, il y a des intellectuels, alors l'influence de Simone Signoret, c'est elle qui domine le couple? Moi, je crois pas à ça. C'est ce qu'on a voulu beaucoup dire, mais moi, je continue à dire qu'un couple, c'est une association. Et qu'il y en a pas un qui est au-dessus de l'autre. On a beaucoup dit, oui, elle lui a appris, oui, c'est vrai qu'elle lui a peut-être appris des choses, mais Montand était un travailleur acharné, et qui se cultivait beaucoup. Alors, c'est vrai que ma grand-mère avait un côté parfois un petit peu agaçante, parce qu'elle était très cultivée, et ça pouvait parfois un peu vous mettre en position d'infériorité. Ça, c'est vrai. Mais je pense que c'était un vrai couple, voilà. Et c'était une vraie association à 50-50 et à part égale et à hauteur égale. Et puis surtout, la vérité, on va pas se mentir, dans un couple d'acteurs, il y a de l'ego. Et il y en avait beaucoup entre eux, énormément entre eux, énormément. Et il lui a souvent reproché de ne pas travailler. Et lui dit, moi je travaille pas parce que j'ai décidé de pas travailler. Et non pas parce qu'on m'appelle pas. Et puis, il y a un changement, un rapport de force qui change, parce que quand Montand rencontre Signoret, c'est elle la grande star. Et quelle star? Lui, c'est une star du music-hall, déjà. Oui. Mais c'est une grande star. Elle a fait Casque d'Or, déjà. Mais après, dans les années 70, une des grandes stars du cinéma français, c'est évidemment Montand. C'est vrai. Et elle est moins... elle tourne moins. Elle tourne moins, et elle a moins d'aura, sans doute, que lui. Au cinéma, de toute façon, c'est simple. Au cinéma, au box-office, moi, j'ai fait un travail quasi universitaire. En termes de rentrée, d'entrée en spectateur, les films de ma grand-mère la part est très faible. Il y a pas de succès commercial. Le Chat, c'est pas un succès commercial? Si, mais c'est des films. Le Chat, ça fait combien? Ça fait quand même 1 million, le Chat? 2 millions d'entrées. Attends, 2 millions d'entrées. Ou 1,5 million d'entrées, mais Jean de Fleurette, c'est 7 ou 8 millions, vous voyez. Oui. Écoutons un extrait du Chat, d'ailleurs, parce que c'est avec Jean Gabin, et je suis étonné qu'il n'y ait pas, je vous le disais tout à l'heure sur CNews, je trouve que c'est une formidable pièce de théâtre. C'est vrai, mais j'ai même le casting, mais... Donnez-le-moi. Vous mettez Depardieu et Fanny Ardant à jouer tous les deux, je peux vous dire que vous faites un malheur. 12h43. Moi j'ai rien. Je peux plus rester sans rien. Alors je veux une bête à moi. Eh ben t'as qu'à acheter un perroquet, comme ça vous parlerez ensemble et tu me foutras la paix. Salaud. Et puis d'abord je veux plus jamais voir ce chat-là dans ma chambre. Dans notre chambre. T'es sur mon lit. Mais ma parole, t'as la maladie de la persécution. C'est pas de sa faute, ta pauvre bête, si t'en veux au monde entier. Oui, je m'en fous du monde entier. Oh, écoute, on va pas continuer à se bagarrer, moi je vais dîner. Ah non, t'iras pas dîner, ce serait trop simple. Oh, écoute, les scènes, c'est plus de ton âge, non? Ton emploi, c'est pas fait dans ces Medrano, alors? Alors voilà, le typographe à la retraite, qui se prend pour Zola.
L'anard petit bourgeois qui n'aime plus que son gros minou. Miaou, miaou, miaou. Alors cette scène, on l'a entendue 50 000 fois, elle est sur la rupture, elle est géniale. Incroyable. Et sa voix, moi j'ai bossé avec Mathilde Seigné, et elles ont la même voix toutes les deux. Hein. Incroyable. Ben oui, parce que j'avais vu la pièce avec les filles Seigné, les sœurs Seigné, qui était formidable. Et je trouve d'ailleurs que, ça je fais une parenthèse, l'important dans ce métier c'est de durer, et c'est votre maître qui disait ça, Michel Drucker, et je trouve que vous vieillissez bien dans ce métier. Mais si, parce que vous êtes à la fois animateur, vous êtes un peu producteur, vous êtes écrivain, vous avez touché à beaucoup de choses, et comme vous êtes jeune quand même, il vous reste 30 ans. 30 ans peut-être pas. Être dans ce métier, et je trouve que des portes nouvelles s'ouvrent à vous, et des territoires nouveaux. Et il y a quelque chose que vous avez qui n'a pas de prix, c'est le lien que vous avez tissé avec les Français. Ils savent tout de vous. Ils savent tout de vous. Et il y a quelque chose qui fait que ils vous aiment. Et je pense que pas. Je suis très clivant, paraît-il. Mais moi, je pense l'être plus que vous, par exemple, modestement. On peut faire un concours. Mais j'ai l'impression aussi que les gens ont de l'affection pour vous. C'est-à-dire que maintenant, ça fait 30 ans que je partage leur vie quand même, et que je me suis jamais arrêté de bosser depuis 30 ans. Là, je suis moins à la télé parce que j'ai fait ce choix, puis que je m'étais consacré à la pièce. Mais oui, mais c'est vrai que 30 ans, ça, c'est une vie. Hein. Oui, puis il y a de la sincérité. Vous avez parfois parlé de vos problèmes d'argent, vous avez parfois parlé de vos problèmes sentimentaux, on vous a vu dans... Donc il y a une sorte d'authenticité et de sincérité. Je mens très peu. Vous ne trichez pas. Mais j'ai toujours dit, demain je meurs, je n'ai pas été le plus parfait des hommes, mais je n'ai jamais franchi la ligne rouge de la moralité qui est la mienne. Bon, on peut vous écouter tous les matins sur Europe 2. Oui. 7h, 10h, enfin 6h, 10h. Ah oui, mais c'est du job, ça faut de l'énergie. Moi, contrairement à ce qu'on a parfois dit sur moi, je me suis toujours levé très tôt le matin, plutôt à 6h ou 5h plutôt qu'à 10h ou 11h. Donc je me couche très tôt. Donc moi, je suis très heureux. Et moi, j'adore ce lien avec les Français le matin. Moi, je me sais que je pars bosser. J'habite dans un quartier où il y a plein de commerces. Et je dis bonjour à mon poissonnier, à mon boucher, à mon boulanger. Et c'est très sympa. Ils me font un coucou, ils me disent on se retrouve à la radio, c'est très sympa. C'est Castaldi réveille la France, c'est entre 6h et 10h, et puis un dernier extrait que je vous lis du livre, et si tu devais ne plus m'aimer, c'est quoi cette phrase d'ailleurs ? C'est dans la correspondance, parce qu'ils se sont écrits après l'affaire Marilyn, et il y a une phrase terrible que j'ai reprise, qui est un des chapitres du livre, c'est « Et si tu devais ne plus m'aimer, aime-moi bien quand même ». Mais ça, ces lettres, vous les avez ? Je les ai, bien sûr, je les ai. On les a jamais vus, ces Non, lettres. mais je les publierai jamais. Je m'en suis beaucoup inspiré, mais je les publierai pas. Et il y a la calligraphie. Ah oui, il y a le nom de l'hôtel, Beverly Hills Hotel, et il y a le nom de l'hôtel à Rome, avec son écriture, où en fait on sent que c'est une écriture quasi spontanée. On sent qu'elle écrit. Et ces lettres, lorsqu'elle est morte, c'est votre mère qui les a récupérées, elle les avait pas brûlées, il y a beaucoup de lettres, il y en a qui ont été vendues aux enchères aussi, mais j'ai fait des photocopies. Il y avait tellement, à l'époque on s'écrivait énormément. Bien sûr. La relation épistolaire, absolument. Il y a toute la correspondance avec Édith Piaf qui était assez étonnante, entre Montand et Édith Piaf. Parce que Montand est resté avec Édith Piaf. Avant ma grand-mère. Il est resté combien de temps avec Édith Piaf ? 3 ou 4 ans, je crois. En fait, c'est elle qui l'a fait et qui l'a acheté, surtout. Quand il rencontre ma grand-mère, il n'est pas du tout enclin à retomber dans l'histoire d'amour. Hein. Et il chantait, alors, ou à l'ABC ou à l'Apollo. À l'ABC. Voilà, à l'ABC, qui sont des salles... L'ABC, c'était Avenue de Wagram, je crois ? C'est possible. Je crois que c'était Avenue de Wagram. Et 12h48, bon, c'est terminé. Déjà, ça va vite. Oui, mais ça va vite. On a est-ce qu'on a une petite chanson d'Yves Montand ? Oh, petit, vas-y. Il y avait Firmin. Nous étions quelques bons copains. Il y avait Fernand, il y avait Firmin, il y avait Francis et Sébastien. Et puis Colette. Moi, j'ai vu Montand quand il est remonté sur scène en 1981. Je l'ai vu à Nantes parce que ça avait été un succès considérable. Il chantait 12 chansons, il faisait aucun rappel. Non, jamais. Et il y a des chansons merveilleuses. Moi, j'aime beaucoup ma chansonnette. Pas ma chansonnette, ma gigolette. Ma gigolette à moi. Ma gigolette à moi. Ma gigolette, ça fait vieux. Mais c'est chouette. Mais c'est chouette. Oh, je serais vieux. Si je ne sais pas que vous êtes imitateur. Incroyable. Est-ce que vous me bluffez ? Je t'appelle Bon, elle est géniale, cette chanson. Très belle chanson. Mais l'album live, il est formidable. Je le réécoute très souvent. Bien sûr. Moi, je suis venu pieds. Dabadi.
Ça, c'est Dabadi, je suis venu à pied. Je crois bien. Ah ouais, c'est formidable. Mais moi, je l'écoute vraiment très souvent aussi et je l'ai en double album. Vinyle. Vinyle. Ah, bien j'ai de la sûr, chance. Bien sûr. Ah ouais, je l'ai en vinyle. Ouais, parce que je l'ai pas, moi. Ah, vous l'avez pas en Non, vinyle? je l'ai pas. Ah,